Oui, bah, bonjour tout le monde. Je me suis installé en 1995 sur 140 hectares dans le sud de Mayenne, donc sur des terres de limon plutôt séchants avec des potentiels moyens, mais avec l'avantage quand même d'avoir une ferme irriguée, ça peut pallier à ces problèmes-là. J'ai en rotation une dizaine de cultures, donc du soja, du maïs, du tournesol, des céréales, des protéagineux, du sarrasin, de la luzerne déshydratée, de l'orge et d'autres cultures encore. Donc là, vous avez un exemple d'assolement qui était en 2018. Donc c'était une période où j'étais un peu en transition là, entre le conventionnel et le bio. Donc à l'époque, je faisais des légumes pour l'industrie, hein, que je ne fais plus maintenant, maintenant que je suis passé en bio. Donc depuis le départ en 95, je suis en système non labour, donc avec un intérêt particulier pour la conservation des sols. Donc au départ, c'était surtout des conduites simplifiées, mais avec du décompactage quasi systématiquement les premières années. Et puis j'ai rapidement abandonné le décompactage pour faire des semis juste superficiels et pour continuer sur des semis sur couvert aussi. Et donc, en 2017, je suis passé en bio. Alors j'ai fait un passage en bio en deux étapes. En 2017, la moitié de la ferme et en mai 2019, l'autre moitié de la ferme. Donc, le système n'a pas tellement changé. Enfin, bon, si, ça a changé surtout sur les rotations, enfin, sur l'allongement des rotations. C'est-à-dire que j'ai mis en place davantage de cultures différentes et allongé les rotations. Et en alternant aussi avec des couverts hein, systématiquement, donc des couverts d'été, de printemps. Voilà. Alors la composition de ces couverts, c'est souvent de la févrole avec de la facélie et de l'avoine et parfois du tournesol. Donc c'est souvent en fonction de ce que j'ai hein, sous le coude. Hein. J'essaie de diversifier mes couverts et je mets souvent quand même une légumineuse avec une graminée. Donc l'intérêt hein, de ces couverts, c'est surtout, enfin moi je vois ça surtout dans l'intérêt agronomique hein, par rapport à la fertilité et la structure des sols. Donc je considère qu'avec les couverts, on arrive à gagner quand même en fertilité. Et ensuite, effectivement, quand même un intérêt pour le salissement. Donc je pense que quand on implante des cultures, ben, on prend la place quelque part des adventices et ça permet un peu de choisir sa flore un peu sur la parcelle. Et donc, ça a un effet quand même sur le salissement. Et puis, bon, en même temps, s'il y a quand même des adventices à pousser dans le couvert, dans la mesure où on les détruit suffisamment tôt avant la grenaison de ces mauvaises herbes, ça peut être assez favorable. Donc, depuis que je suis en bio, bah, le regard sur les adventices a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus tolérant hein, quand on a des mauvaises herbes, contrairement au conventionnel où on est quand même un peu plus regardant là-dessus. Donc, ce qu'il faut dire aussi, dans ma rotation, j'ai de la luzerne. Hein, donc, j'avais déjà introduit, moi, quand j'étais en conventionnel. Et donc, ça a quand même de gros intérêts, puisque je ne suis pas éleveur, hein, donc je n'ai pas d'animaux, donc pas de possibilité de prairie. Donc, la possibilité que j'ai trouvée, moi, c'est d'installer des luzernes de 2, 3, voire 4 années, et avec un effet désherbant assez intéressant, en fait. Donc, un effet aussi sur la structure du sol. Pour moi, c'est indispensable. Hein. J'ai quasiment un quart de ma ferme qui est en luzerne. Donc là, pour continuer, on a un exemple de rotation là, sur une parcelle. Donc, c'est une parcelle que j'ai suivie avec Thomas du Sivam Bio 53. Donc, cette parcelle, elle était en luzerne en 2015. Enfin, pardon, elle était 4 ans en luzerne et en 2015, elle a été détruite pour installer du blé en 2016, donc récolte 2016. À la suite de ce blé, donc, on a installé un colza. Donc, c'est d'ailleurs à l'époque du colza où le passage est fait en bio, donc en mai 17. Donc, le colza est implanté de façon conventionnelle, a été désherbé chimiquement. Et au 1er mai 17, il n'y a plus eu d'intervention chimique sur la parcelle. Donc, à l'issue de ce colza, donc, il y a eu la récolte et ensuite un couvert donc
févrole, d'avoine, avoine brésilienne, avec des repousses de colza, il y avait pas mal de repousses. Et donc au printemps suivant, donc on a labouré. Donc là, j'ai labouré pour la première fois, hein, puisque je vous ai expliqué que depuis 1995, j'étais en système non labour. Donc j'ai revu un peu ma copie par rapport à ça. Je me suis aperçu qu'en bio, le labour avait quand même un petit peu son intérêt. Mais il faut, je pense, l'utiliser de façon parcimonieuse. Et moi, l'idée, c'est de labourer peut-être tous les 2-3 ans, mais certainement pas tous les ans. Plus d'ailleurs des labours, soit, je pense, des labours sur des cultures d'automne, comme du blé qu'on implante tardivement, où là, le labour a son intérêt, ou alors des cultures d'hiver, on va dire, enfin de printemps, très, très tôt, comme s'il fallait semer des pois de printemps ou des lupins de printemps, là où le labour a son intérêt. Donc là, un labour donc au printemps 18 pour installer de l'orge, justement, avec des pois. Donc, c'était installé de bonne heure, je ne sais plus je crois que c'était fin février, début mars. Donc, à l'issue de cette culture de printemps, à nouveau un couvert donc en semis direct, hein, sur le chaume. Donc, toujours les mêmes, le même couvert, hein, févrole, facélie, avoine. Donc, tout ça, ça a été détruit au printemps suivant pour installer du maïs. Donc, c'était détruit avec un scalper type rotavator. Et puis après, il y a eu plusieurs faux semis jusqu'au semis du maïs. Donc, ce maïs a été récolté. Et à l'issue de ce maïs, donc, j'ai semé directement du blé avec le Semavator. C'est un outil qui sème à la volée, en fait, dans les fans de maïs. Et j'ai semé juste derrière la moissonneuse. Hein. Et c'était un peu compliqué parce que c'était un automne humide, hein, automne 2019. Hein. Donc après, donc le blé a été récolté l'année d'après, et après ce blé, donc un couvert à nouveau d'avoine avec de la févrole. Là, il y avait du sarrasin, de la facélie et puis des repousses. Et donc, oui, là, c'est un couvert qui était semé sur le chaume, hein, en semis direct, hein, avec un slide, c'est un semoir à disque incliné. Et donc, à l'issue de au printemps de cette année, donc là, récemment, là, j'ai semé, donc on a labouré donc, pour la deuxième fois, donc c'était 3 ans après le premier labour en 2018, donc pour installer un lupin de printemps, donc qui a été semé là, le 9 mars. Et donc là, aujourd'hui, le lupin il est germé, j'ai passé déjà un coup d'étrille, et voilà, il y a affaire à suivre. Donc, concernant les perspectives sur la ferme, donc l'idée, c'est toujours, hein, de faire des couverts, hein, forcément, sauf que là, je m'aperçois quand même que les techniques de semis simplifiées, semis direct sur chaume, ont des réussites plutôt pas toujours très bonnes, on va dire, souvent des échecs, en fait. Alors, peut-être lié aussi aux étés secs, hein, qu'on a. Donc, effectivement, là, ça fait quand même plusieurs étés où on sème nos couverts dans du sec. Hein. Et j'ai l'impression que là, le fait de semer en direct, ce n'est pas toujours terrible. Et j'ai quelques essais là où j'ai déchaumé et semé les couverts sur du déchaumage, et c'était quand même plus poussant, on va dire. Donc, alors, je m'intéresse aussi au double couvert. Alors, je n'ai pas encore fait, mais j'aimerais bien faire un couvert d'été, en semant dès la moisson, en semant par exemple du sarrasin ou une moutarde, et de détruire à nouveau ce couvert à l'automne pour remettre un autre couvert pour l'hiver. Alors ça, c'est dans l'hypothèse où je mets une culture de printemps l'année d'après. Et puis, l'idée aussi serait de semer des sous-couverts du blé ou d'autres cultures, de mettre du trèfle blanc ou d'autres variétés de trèfle, afin donc d'assurer une levée dans l'été, en fait, d'un couvert. Un peu le problème, hein, c'est de pouvoir faire lever nos couverts l'été. Donc, si on arrive à les implanter plus tôt dans la culture, sous couvert, on va dire, ça peut être intéressant. Donc, j'ai essayé de mettre ça en place. Donc, mes rotations actuelles, elles sont… ce qu'il faut dire, c'est que je n'ai pas vraiment de règles de rotation. Hein. C'est plutôt un peu opportuniste en fonction des années. Et l'idée, c'est d'implanter une luzerne sous l'orge, une orge de printemps, et donc de la garder 2-3 années, et ensuite de mettre du colza. Donc j'aimerais bien, moi, suite à la luzerne, plutôt que de mettre un blé, plutôt mettre un colza.
et donc de ne pas faire la dernière coupe de luzerne et de semer le colza dans l'été. Et après ce colza, faire un blé et après faire un soja. Alors dans mon rotation, je pense mettre pas mal de protéagineuses puisque je n'ai pas d'animaux. Moi, j'ai des soucis azote quand même sur la ferme, donc l'idée, c'est plutôt d'avoir des cultures protéagineuses assez fréquentes. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. L'idée, c'est de jamais avoir de sol nu, hein, c'est un petit peu la règle que je me suis donnée. Ce qu'il faudrait, c'est toujours avoir un sol vivant, en fait. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai tenu un peu mon temps. Merci Guillaume, c'est parfait. Est-ce que Thomas ou Thierry veulent ajouter des commentaires? Bonjour, donc Thomas Cugnet du animateur au Civan Biomayenne. On peut revenir juste sur la diapo d'avant, comme tu proposais, Jérôme. C'était juste, donc voilà, pour bien mettre en perspective. Donc c'est vrai qu'on a fait un travail avec Guillaume dans le cadre d'un projet régional qui s'appelle un PEI, accompagné par Aralis. Donc on a fait des relevés adventistes. C'est encore trop tôt, évidemment, pour avoir des conclusions. Et je dirais que les relevés sont sont très intéressants, mais peut-être voilà, pas assez poussés pour aussi avoir une analyse très précise. Mais c'est quand même intéressant de voir que, Guillaume, aujourd'hui, ton témoignage, c'est de dire que depuis le passage en bio, tu ne vois pas forcément donc, de modification de la flore adventice. Par contre, elle te gêne moins. Et là, on voit qu'il y a des choses voilà, qui, en tout cas, nous, il y a des adventices un peu hétérogènes dans le sens où il y a des adventices que dans les grandes cultures bio, dans notre secteur en Mayenne, on juge non concurrentiels. Je dis bien on juge, hein, c'est pas avec des lamiers, des véroniques, des choses comme ça qui nous inquiètent pas trop. Par contre, on voit aussi quand même là sur le dernier engrais vert, le dernier relevé, des raies gras, des choses comme ça qui peuvent être voilà, un petit peu plus problématiques. Mais en même temps, c'est intéressant dans ce type de système, donc avec la culture pluriannuelle fauchée au début, donc qui permet de réduire la pression, et l'utilisation du levier labour, donc qui est alterné, qui n'est pas systématique, et donc qui vient bien gérer les graminées, telles que le raiegras quand il y a besoin. Donc on voit la raiegras dans justement l'engrais vert et un labour pour le lupin de printemps de cette année. Et puis, par contre, on peut avoir d'autres adventices. On voit des kénopodes sur maïs, donc qui, elles, on sait bien, avec les TAD importants, les TAD faibles, donc des graines qui se gardent bien dans le sol, et où là, c'est un petit peu plus compliqué de les gérer, et en fait, le labour va remonter de la graine toujours, quoi. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire, même si on va continuer de travailler sur le sujet. Voilà. Bien, merci Guillaume et Thomas. Nous avons voulu commencer par un témoignage pour bien montrer la singularité que l'on a affaire à des situations singulières qu'il faut traiter au cas par cas. On va essayer ensuite d'en tirer quelques enseignements génériques. Je note aussi au passage que la problématique climatique des étés secs, et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra revenir. Nous passons maintenant à l'état des lieux découverts en France. C'est Marianne Lebaille donc, qui va nous dresser ce panorama. Peut-être Antoine, il y a juste une petite question sur la valorisation de la luzerne, puisqu'il est en grande culture, Guillaume. Oui, la luzerne, en fait, on a l'avantage dans notre région d'avoir une coopérative qui s'appelle la Desi West, en fait, qui travaille la luzerne en déshydratation, en fait. Donc, c'est intéressant pour moi parce que du coup, j'ai juste à la mettre en place et c'est eux qui se chargent de la coupe, du ramassage et du séchage. Donc, moi, ça me donne du temps après pour m'occuper plutôt des autres parcelles qui sont binées. Et moi, justement, c'est Thierry à l'appareil, enfin en ligne. Donc, moi, j'ai participé avec Thomas à la visite de Guillaume. Et la question que je me posais, Guillaume, on n'avait pas abordé lors de la visite, est-ce que la luzerne, l'hiver, ne te pose pas de problème en termes de couverture de sol? Alors, le souci de la luzerne, c'est qu'elle a tendance à se salir en termes de raiegras. Donc, c'est un petit peu le problème. Donc, suivant son salissement, je la garde plus ou moins longtemps, en fait. Si elle est vraiment très sale, je la garderai que 2 ans. Et si elle n'est pas trop sale, je peux la garder jusqu'à 4 ans. Sachant que même s'il y a du raiegras, ce n'est pas trop un problème parce que donc, comme on le fauche régulièrement, donc, ils ne montent jamais à graines, en fait. Et le souci, c'est plutôt qualitatif par rapport à Daisy West. C'est-à-dire que s'il y a trop de proportions de graminées par rapport à la luzerne, ce n'est plus la qualité attendue, donc ça peut poser problème. Voilà.